C'est l'heure de nous intéresser maintenant à l'entretien du 18h. Et aujourd'hui, on va revenir sur la guerre en Ukraine. On va faire un point sur cette guerre en Ukraine après un été fortement influencé par ce conflit et avec en point d'orgue, bien sûr, la mort d'Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, dans un accident d'avion. C'était la semaine dernière. Alors Blaise, vous faites un point avec Gérard Vespierre, géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. La guerre en Ukraine bat son plein. Vladimir Poutine a confirmé la présence d'Evgeny Prigojine dans le crash de l'avion la semaine passée. Et Volodymyr Zelensky a déclaré hier qu'il faudrait s'habituer à ce conflit et que la situation était similaire à celle en Israël. Alors pour commencer, revenons sur la mort d'Evgeny Prigojine. Selon vous, Gérard Vespierre, cette mort, c'est la reprise en main de la situation par le Kremlin ? C'est peut-être avant le Kremlin une reprise en main par les militaires. Pour deux raisons. La première qui peuvent justifier cette réponse. La première, c'est effectivement le fait que Evgeny Prigojine s'en soit pris non pas à Vladimir Poutine dans ses diatribes, n'est-ce pas, depuis des mois et des mois, et ses interventions médias et ses vidéos, mais il s'en est pris exclusivement à la structure militaire duale, à savoir le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major, Gerasimov. Donc, c'est surtout vis-à-vis de l'appareil et du commandement militaire que Prigojine a été le plus vindicatif. Et il n'a pas été empoisonné, n'est-ce pas, ni au polonium, ni par d'autres substances Novichok. Il a été atteint par un missile, probablement. Son avion a été atteint en vol par un système antiaérien. Donc, une arme militaire. Donc, je veux pas faire du rapprochement pour le rapprochement, mais en tout cas, il y a une certaine cohérence entre les causes et les conséquences. Justement, la situation militaire, on lit que plus passent les jours, plus on se rend compte que la préparation militaire à cette invasion de l'Ukraine était vraiment très mal faite. C'est le cas ? Elle a été très mal conçue. Elle a été réalisée, donc faite selon le plan envisagé, mais le plan était bâti sur des hypothèses totalement erronées. Donc d'un écroulement du régime, d'un régime nazi et d'une population, troisièmement, qui allait accueillir l'opération militaire spéciale russe. Or, les trois hypothèses de base qui ont créé donc l'architecture de l'invasion, à savoir une force militaire finalement très limitée, 150 000, 170 000 hommes pour envahir un pays plus grand que la France. Bon, c'est absolument insensé, surtout si cette force militaire trop faible est elle-même répartie sur un front d'invasion très très long, n'est-ce pas, plus de 1000 kilomètres de la Biélorussie, frontière russe, et puis Donbass jusqu'à la Crimée. Donc la conjugaison de toutes ces erreurs a créé la situation invraisemblable de repli des forces russes à la fois autour de Kiev, qui sont rentrées à nouveau en Biélorussie, et puis ensuite du repli autour de Kharkiv, parce qu'il y a eu une contre-attaque ukrainienne, et in fine de l'abandon de Kherson. Donc parce que ils avaient franchi le Dniepr et n'étaient pas capables de pouvoir assurer le ravitaillement de la ville une fois la destruction des ponts réalisés par les forces armées ukrainiennes. Donc la conception a été erronée parce que les hypothèses étaient erronées, et donc on se trouve devant une situation effectivement difficile pour l'armée russe, et in fine, on n'ajoute jamais que l'armée russe, pour la première fois dans sa vie
contemporaine ne se bat pas sur le sol russe, mais elle se bat dans la profondeur. Elle se bat sur les bords de la mer d'Azov, elle se bat sur les bords de la mer Noire, c'est-à-dire qu'elle se bat dos à la mer. Elle a 50 à 100 kilomètres de profondeur de champ de bataille, donc c'est une situation, qui est très très délicate sur le plan stratégique et militaire. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il fallait s'habituer à ce conflit en le comparant à la situation en Israël. Il a raison sur la durée du conflit ? Alors, la durée du conflit va dépendre de la capacité, de la possibilité ou non pour les forces ukrainiennes d'atteindre effectivement cette mer d'Azov dont je viens de parler. Si la poussée qui est en train de se créer vers la ville de Tokmak et puis ensuite Melitopol pour atteindre donc la mer d'Azov et isoler le front sud, y compris la Crimée, du reste des positions russes et donc des réseaux de ravitaillement, eh bien là, l'Ukraine aura une carte exceptionnelle dans sa main pour entamer soit des négociations, soit poursuivre son offensive. Donc, on est toujours suspendu à la possibilité pour l'Ukraine, après avoir franchi les champs de mines et les premiers niveaux de défense dans cette région de Zaporijia vers la mer d'Azov, eh bien de poursuivre effectivement jusqu'à atteindre ces rivages de la mer d'Azov. Dans cette même interview, Volodymyr Zelensky a également demandé le même soutien militaire de la part des Américains que les Américains fournissent à Israël. Il en demande trop selon vous ou c'est réalisable ? Mais écoutez, là on aborde des questions chiffrables. Le soutien militaire des États-Unis envers Israël se situe autour de 7 milliards, je crois, de mémoire, et pardonnez-moi s'il en manque quelques-uns, par an. Donc c'est une somme importante, mais les États-Unis ont fourni en 18 mois à l'Ukraine 50 milliards de dollars d'armement, voyez-vous. Donc c'est quelque chose de très impressionnant et ils ont donc aidé l'Ukraine de façon totalement inattendue pour une vision telle qu'elle peut être perçue par le Kremlin. Une des surprises aussi de cette situation, c'est l'aide massive que les pays occidentaux et les États-Unis ont apporté à l'Ukraine, ce qui n'était pas du tout dans le schéma stratégique du Kremlin, qui comptait sur une opération militaire spéciale de quelques jours, au plus de quelques semaines, certainement pas de 18 mois ou de 2 ans. Ma dernière question, Gérard Vespierre, quasiment tous les matins, nous nous réveillons avec des informations nous disant que les drones sont abattus non loin de Moscou. Elle est là, la contre-offensive ? Non, pas vraiment. Disons que c'est une gesticulation, pour reprendre un terme militaire, des forces ukrainiennes pour créer une certaine pression sur l'appareil de défense continentale, là cette fois-ci de la Russie, donc obliger l'armée russe à concentrer ses moyens de défense antiaérienne sur son propre secteur plutôt que de les installer et de les mettre en œuvre sur le territoire conquis en Ukraine. Et c'est aussi pour faire percevoir à la population russe bien qu'il y a vraiment une guerre, que cette guerre est réelle et ce n'est pas une
opération militaire spéciale. Mais cela ne relève pas de la contre-offensive, car la contre-offensive, elle est destinée à s'appliquer sur les 850 kilomètres de front qui sont actuellement le lieu de la ligne de rencontre entre les forces russes et les forces ukrainiennes en Ukraine. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous et excellente journée.